Dans l'épisode précédent, Léa découvrait, dans les profondeurs oubliées de la bibliothèque municipale, un livre ancien. Mais ce livre n'était pas lisible. Du moins, jusqu'à ce qu'elle y applique la fameuse broche confiée par Huggy. Un simple contact, et les mots se mirent à danser. Traduit, révélé. Un pouvoir oublié venait de s'éveiller. L'aube éclaire à peine la maison familiale. Les murs portent encore l'odeur du café brûlé et des souvenirs en demi-teinte. Dec, enfin rétabli, retrouve des couleurs et des secrets. Tu sais, Léa, ton vieux tonton se remet doucement. Les brûlures, plus que des cicatrices, indolores, mais pas oubliées. Dès que s'assombrit, son regard change, ce qu'il s'apprête à dire n'a rien d'anodin. Ton père était un homme étrange, toujours le nez dans ses bouquins, à chercher on ne sait quel Graal. Après la mort de ta mère, il s'est rapproché d'une certaine vieille chouette, une bibliothécaire. C'est là que tout a changé. Il est devenu mystique, obsédé. J'en pouvais plus de ses délires. Je ne le reconnaissais plus. Alors j'ai coupé les ponts. C'est sans doute que cette vieille chouette l'a fait basculer. Léa est interloquée. Madame Vignal ? Incroyable ! Mais ça explique tellement de choses. Elle a parlé d'un fantôme qui hante la bibliothèque. Et tu sais quoi, tonton ? Je l'ai vu. Dec, moqueur, tu te fous de moi, là. Mais pas du tout, tonton. Et il avait, tu sais, l'odeur de l'aftershave de papa. Tu veux dire... Je vais te montrer quelque chose. Attends. Léa se lève pour sortir de son sac un livre ancien. Le Codex des gardiens. La reliure usée, les pages à moitié effacées. Dec regarde le grimoire comme un rocker devant une partition de Bach. Dec. Mais ce truc est illisible. Justement, tonton, regarde bien. Léa approche la broche et soudain les lettres s'éveillent. Le livre respire. Et Dec, comme hypnotisé, commence à lire d'une voix monocorde et lentement, comme un robot. Près de la tour de fer, dans le grand lieu de mémoire, caché des néophytes, se trouvent les indices. Sa voix se brise. Il revient à lui, secoue la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Léa réfléchit. Ça veut dire Paris. Ça veut dire Paris, tonton. Et ça veut dire le musée du Louvre. C'est là-bas que nous aurons des réponses. Léa et Eddie ont pris un avion. Destination Paris. C'est toits de zinc, c'est brume de printemps. Ils atterrissent en début d'après-midi et se rendent immédiatement au Louvre. Non sans avoir pris un taxi et admiré le paysage urbain de Paris. Ils arrivent devant la grande pyramide et entrent. Ils arpentent la grande galerie, ne sachant pas ni quoi chercher, ni où chercher. Mais, dans les couloirs et les absides, les statues et les personnages peints sur les tableaux semblent suivre leur progression et les observent. Comme attirée sous une sorte d'hypnose subtile, Léa s'arrête devant le tableau de Joachim Patinir. Le tableau est un chef-d'œuvre flamand peint en 1517, sur lequel Saint Jérôme, ermite,
médite dans un paysage désertique étendu de roches à la végétation rare. Le tableau insuffle une atmosphère d'isolement spirituel. Les deux jeunes spectateurs sont scotchés devant la puissance de cette sérénité. Et voilà que le saint s'anime sur la toile. Il sort de sa pénitence, s'approche du cadre et s'immobilise. Alors, une voix s'élève dans l'esprit de Léa, profonde et antique. C'est le saint qui s'adresse à elle par télépathie. Cette terre n'est pas destinée à rester désertique. Elle redeviendra ce qu'elle fut avant l'invention des dieux. Le sable reverdira. Léa est estomaquée. Est-ce une illusion, un mirage? Ils continuent leur visite. Mais voilà que plus loin, c'est une statue qui chuchote. La terre brûlée renaîtra. Et dit, tu as entendu Léa? Léa, toi aussi, tu l'as entendu? Il dit, c'est édifiant. Il me semble que cette statue nous a parlé. Léa, essayons de la faire passer à table. Comment tu t'y prends au commissariat lors des interrogatoires? Mais voilà qu'une sonnerie vient déchirer ce moment de grâce. Le musée ferme. Les visiteurs sont éconduits vers la sortie. L'après-midi touche à sa fin et l'estomac de nos deux voyageurs réclame pitance. Ils prennent une petite collation au bord du canal Saint-Martin. Plus tard, alors que la nuit est bien engagée, Léa et Eddy voguent sur le canal Saint-Martin, dans une barque volée à la routine parisienne. Malgré le tumulte de la vie nocturne parisienne qui s'expose sur les quais, le calme de l'eau qui porte leur embarcation, plus puissant, laisse place aux réminiscences. Eddy est pensif. Je me souviens de ce type, Alon Moche, un génie, complètement à part. On disait de lui qu'il voulait coloniser Mars, rien que ça. Mais lui, il parlait de reverdir le Sahara. Léa est réactive. Le désert brûlé qui renaît, c'est ce que les statues chuchotaient au musée. Et soudain, tout fait sens. Les murmures, les visions, les indices. L'homme qu'ils doivent rencontrer, c'est lui, Alon Moche. Le projet d'Alon. Pendant que Léa et Eddy réunissent les pièces du puzzle, ailleurs, au cœur du désert, un rêve prend forme. Un rêve immense, impossible, fou, celui d'Alon Moche. Le soleil cogne, le sable frémit, et pourtant, l'air vibre d'une énergie nouvelle. De grosses machines, silencieuses, libres de toute pesanteur, flottent au-dessus du sol. De leur ventre sortent de puissants rayons laser qui tracent des canaux dans le sable. La chaleur intense coagule les grains, formant une sorte de matière vitrifiée hermétique. Le désert est quadrillé avec précision. Puis viennent d'autres machines, plus imposantes encore, montées sur vérins stabilisateurs, flanquées de réservoirs massifs d'hydrogène et d'oxygène. Elles déversent une quantité faramineuse d'eau dans les canaux fraîchement creusés. L'eau coule, et à sa suite, la verdure surgit. En quelques heures, le désert change de visage. Les oasis ne sont plus des mirages, mais des promesses. Des touffes de graminées, des bouquets de jeunes arbres, des champs en devenir. Le feu devient source, le sable devient terre. Et au milieu de ce miracle technique, une silhouette, immobile, silencieuse. Alon Moche, l'homme triste aux rêves gigantesques. Autour de lui, une armée de clones à son image, tous au travail, tous tournés vers un seul but, faire repousser l'impossible.
et Eddie chevauchent vers l'inconnu. Devant eux, le désert, brutal, illimité, silencieux. Un guide les accompagne, mutique, concentré. Les chevaux avancent prudemment, soulevant des vagues de sable. Mais ils ne sont pas seuls. Derrière eux, 3 silhouettes à cheval, loin, blanches, rapides. Eddie est tendu, il jette un regard en arrière. On est suivi, Léa. J'ai vu, depuis un moment, 3 cavaliers. Les poursuivants gagnent du terrain. Le vent du désert se lève, la tension grimpe. Eddie. On accélère, on garde le cap. Les chevaux s'élancent. Une course effrénée sur les dunes s'engage. Le soleil tape. La respiration se fait courte. L'air est coupant. Les silhouettes se rapprochent. Léa, haletante. Il nous rattrape. Eddie, calme. Alors on les attend. Brusquement, Eddie freine sa monture, fait volte-face, attaque, rapide, précis. Un cavalier tombe. Les 2 autres hésitent, reculent, disparaissent dans la poussière. Plus loin, au sommet d'un plateau rocheux, dominant la mer de sable qui s'étale en contrebas, un homme observe. Il est debout, seul. Il est vêtu comme un roi du désert, drapé d'un tissu sombre aux reflets d'or. Sa silhouette se découpe sur l'horizon brûlant. Il a suivi toute la scène, sans bouger, sans parler. Évoquant l'incarnation d'un prophète oublié, il regarde sans cligner, non pas les cavaliers, mais ce qui vient derrière eux. Il s'assoit, lentement, il allume un narguilé. Le sable danse autour de lui. Il sait qu'il va avoir une visite impromptue. Et il est prêt. Léa et Eddie approchent du campement d'Elon Musk dans un silence aussi plombé que le soleil. Pas un seul cri d'oiseau, pas une brise, seulement l'attente. Alon, habillé comme un prince touareg, est assis sur son canapé enrichi de peau de bélier, souriant et calme. Il ne semble pas surpris de cette visite. Vous avez bravé le feu, la poussière et les chiens du désert. J'admire cette ténacité. Bienvenue. Léa interpelle directement. Vous êtes Alon Musk ? Alon répond tranquillement par une question qui trahit un narcissisme certain. Cela dépend. Cherchez-vous un homme ou un rêve incarné ? Eddie, nanti par son autorité d'officier de police, intervient sèchement. Nous cherchons des réponses à propos de la broche et de votre chantier. Alon. Ah, la broche, une belle distraction. Mais la broche n'est pas le centre de gravité. Elle n'est pas le cœur de mes préoccupations. Ce qu'il est, c'est ce désert. Léa. Le reverdir ? Vous y croyez vraiment ? Alon. Je n'y crois pas, je le fais. Ce n'est qu'une étape d'un projet plus cosmique. Ici, je m'entraîne. Ici, je peaufine ma technique pour modeler le monde comme il l'était, avant la séparation. Eddie tente de déstabiliser l'individu. Vous êtes fou ou vous jouez au dieu ? Alon se défend bien, montrant un art de la rhétorique en mêlant humilité et menace. Je suis un homme triste, et les hommes tristes font les révolutions les plus profondes. Autour d'eux, des silhouettes inquiétantes s'installent, silencieuses, identiques. Ce sont des clones d'Alon qui encerclent lentement les visiteurs indésirables. Alon se lève doucement. Vous n'êtes pas prêts ? Pas encore, mais vous reviendrez. Une ombre passe au-dessus d'eux. Un engin électrique volant se stabilise en silence. Une échelle est déployée. Alon l'emprunte pour grimper à bord. Sur l'échelle, sans se retourner, il s'adresse une dernière fois au couple. Pour notre prochaine rencontre, vous aurez droit à plus d'honneur. Alon disparaît à l'intérieur de l'engin et, immédiatement, à une vitesse incroyable, celui-ci disparaît dans le ciel.
Les clones restent là, impassibles, formant un cercle autour de Léa et Eddie. Le désert se referme et l'énigme s'épaissit. My skin, on my head, on the floor. On my skin, on my head, on the floor.